Les vraies voix du foot, 20h-21h, Philippe David. Très heureux de vous rencontrer comme tous les mardis soirs pour ces dernières vraies voix du foot de l'année, puisque la semaine prochaine ce sera réveillon et en ce qui me concerne la semaine suivante ce sera vacances, avec évidemment ce trio qu'on adore avoir avec nous. Salut Guy Carlier. Voilà, tu m'as l'air en pleine forme. Oui, mais je suis déjà désolé parce que vous avez confondu retrouver et rencontrer. On est très heureux de retrouver les auditeurs. Ça commence mal. Premier tacle à la gorge. Ah ouais. C'est ça. Perds pas de temps, Guy. Je pense qu'il fallait que ces choses-là soient dites d'entrée. On sent tout de suite que ça va attirer les auditeurs. On est à un niveau là de... Non, Ah, là, il y a du heureux level, de là. vous retrouver. On va parler foot. Juste. La passe de Cherki. Ah, cette espèce pour de... Mikotadze. Voilà, on vous offre ça. Ce souvenir-là de petit bonheur Ah oui. pour démarrer l'émission. Et pour... Ah celle-là, ça c'était un bijou celle-là. Et le but de Mikotadze fabuleux. Pas supporter de Lyon ni du Non. PSG, mais Mais content d'être là, Amoureux Emmanuel du Galasso. foot, et je suis d'accord avec Guy, action magnifique. On a passé un très bon week-end. On a Et- eu des très beaux matchs ce week-end, vraiment. Et on a oublié d'en parler, hier soir, Caius Bacchus a fait un match nul avec un but égalisateur dans les arrêts de jeu du d'Emmanuel libéro, Galasso. le libéro héros est du match. monté. Voilà, Le oui. libéro est monté. C'est Emmanuel, il faut bien le dire. Merci. Et les gars. contre qui vous jouiez? Encore, j'ai pas le nom. Je suis désolé. Tu sais, c'est un championnat où c'est pas le nom, c'est pas la le nom beauté, qui c'est la beauté compte. du jeu, c'est d'être là, c'est d'être présent. Il C'est a qui fait ça une qui est Laurent important. Blanc, il est monté, il a marqué. Et évidemment, le Girondin de l'étape, Maxime Sénat. Bonsoir. Salut Maxime, qui est en pleine forme. Toujours. Depuis la victoire des Girondins sur la Roche-sur-Yon quand même. Oui, 1-0 à la Et Roche-sur-Yon. qui prépare d'ores et déjà le grand choc de Coupe de France. Contre Rennes. Eh oui. Contre avec Rennes dimanche, le stade 14h45. à Bordeaux, le stade va vivre, la ville va vivre la Coupe de France, c'est merveilleux. Oui, mais Bordeaux-Rennes, c'est presque un classique des années 60. C'est bien pour Bordeaux de goûter au Oui, niveau, quoi. oui, c'est ça, en tant que Hein petit poussé, nous on est contents. Hein. La belle Puis histoire. c'est un duel Sud Radio, puisque Maxime Sénat est le supporter officiel des Girondins ici et Patrick Roger, le supporter officiel du Stade Rennais. Je vais le T'es au plier courant. en deux. Patrick, si tu nous Il est en entends. PLS là. Allez, au menu des vraies voix, tout de suite, on va parler du PSG. Le PSG est-il un champion d'automne convaincant? Ils sont certains d'être champions d'automne, c'est mathématique, même s'ils perdaient leurs 2 derniers matchs. Et bien pour le moment, vous dites qu'ils ne sont pas convaincants à 88% sur Twitter. Vous pouvez aller voter et appeler le 0826 300 300. On aura Antoine, supporter du PSG. Ensuite, on va parler de l'OM. Quelle saison, quelle première partie de saison de l'OM? On sera avec Kamel, un supporter de l'OM. Est-ce que pour vous, l'OM peut aller titiller le PSG pour le titre? Ou est-ce que, bon, allez, deuxième, troisième, ce serait déjà très bien? On parlera ensuite de Lyon, l'Olympique lyonnais, qui est beaucoup plus performant pour le moment en Coupe d'Europe, parce qu'ils font vraiment un beau parcours en Ligue Europa. Avec des hauts et des bas en Ligue 1, on sera avec Noémie, supportrice de Lyon, et on conclura avec le But Football Club. Bastien Aubert sera avec nous, puisque c'est un dossier du But Football Club, le retour plausible de Paul Pogba dès la fin de sa suspension en mars prochain. On parlait de l'OM la semaine dernière, on parlait du Paris FC ce week-end, le Paris Football Club, qui vise la remontée en Ligue 1, et depuis aujourd'hui, on parle du Corinthians Paulista, le club de Sao Paulo, avec un partenaire qu'on qualifiera d'un peu original. Insolite. Vous verrez, c'est très intéressant. Allez, c'est parti. Sud Radio, les vraies voix du foot. Allez, on va avec nous Antoine, supporter du PSG. Salut Antoine. Salut tout le monde. Salut Antoine. Salut Antoine. Alors, écoute, je vais vous poser la même question à tous. Si vous deviez qualifier en un mot cette première partie de saison du PSG, ce serait quel mot? Tiens, Guy. Crispante. Crispante parce qu'on sait que Luis Enrique a un projet de jeu très défini, katai comme on dit dans les arts martiaux japonais, c'est-à-dire bien cadré et surtout ne pas dévier de la ligne qu'il a fixée. Et évidemment, on sent, on perçoit la mise en place de ce système de jeu et ça n'arrive pas à venir. Si on regarde les statistiques, c'est hallucinant. Le PSG a 60% de moyenne de possession de balles, plus de 1000 passes par match, etc. Le problème, c'est qu'ils ont un handicap. Et vous savez, à la récré, quand on joue au foot, on partait, alors la meilleure équipe disait, bon, vous avez 2 buts d'avance au mauvais. Le PSG, c'est pareil. C'est-à-dire, si tu pars avec Skriniar,
Neymar et Beraldo à l'arrière, tu pars avec un handicap d'un but. Si tu pars avec Lee et Asensio avant-centre, donc tu pars avec un -2, tu vois. Et donc, mais le reste du temps, ils ont un fond de, une qualité de jeu. Enfin, on perçoit le projet de Luis Enrique, ils devraient gagner 5-0, 6-0, ils ont des occasions. C'est pour ça que c'est crispant. D'ailleurs, à l'école, le mot Guy, soit on partait avec moins de buts, soit on partait avec Guy Carly dans l'équipe. C'était le handicap. Non, il y avait l'arrière gauche. C'est pas vrai. Pardon, Guy. Ne m'attaque pas sur ma carrière footballistique de l'école. Tu te souviens comment on faisait les équipes en marchant, en mettant le pied l'un devant l'autre, et t'arrivais, le gagnant choisissait le meilleur joueur. Et il y avait toujours un mec à lunettes qu'on mettait arrière gauche. Tu vois, le mec, il aimait pas le foot. Et il était là, il flânait, le nez au vent, on l'engueulait quand le ballon. Alors, c'était lui le handicap. Je savais que j'allais ranimer quelque chose. La semaine dernière, c'était Lidvivan Hugo Dancing. Là, c'est je mets un pied devant l'autre. Jean-Pierre Madère. Un mot pour qualifier cette première partie de moi, du PSG. je dirais frustrant parce qu'on a eu l'impression de voir le même match tous les week-ends. En fait, je suis assez d'accord avec Guy sur le côté une grosse possession, une possession, mais une domination stérile du PSG, énormément de déchets. Un coup on accusait Dembélé, un coup Barcola, mais globalement voilà, il y a un problème à la finition, peut-être réglé en partie par le retour de Gonzalo Ramos, mais ça le temps nous le dira. Donc frustrant. Voilà, je me demande un seul mot, je te donne le mot frustrant. Philippe. Maxime, en un mot. Moi, je dis renouveau. Parce que c'est la première saison où le PSG attaque une saison sans vraie star. C'est clair. Et donc pour moi, c'est le renouveau du PSG cette saison. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre grand-chose de cette équipe cette année. Alors Antoine, toi, supporter du PSG, en un mot, tu dirais quoi? Moi, je dirais plutôt insipide, quoi. Ah bah, je suis d'accord, moi j'allais dire mauvais. Alors est-ce que tu peux développer, Antoine? Moi j'allais dire mauvais, insipide, ça se rejoint. Je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit par Emmanuel et par Guy. Oui, on a la possession, oui, on a un jeu justement beaucoup de passes pour bouger les blocs, mais aux 20 derniers mètres, c'est délicat. Et justement, oui, le fait que Ramos soit pas là cette année, revienne de blessure, on n'est pas tranchant. Donc en fait, le match est terrible à regarder parce que du coup, on fait une sorte de match de handball. Et vu qu'on part des fois avec des handicaps justement à l'arrière et au gardien, on prend des buts. Peut-être qu'on aurait dû envoyer le PSG aux Jeux Olympiques. Non, mais clairement, donc c'est vraiment même. Je suis d'accord aussi avec le mot renouveau parce que c'est vrai que là on n'a pas les stars qui dès que se mettaient à courir, ça partait. Mais c'est chiant à regarder. Moi ça m'emmerde. Antoine, il y a Guy qui veut réagir. Philippe est injuste. C'est pas mauvais et je suis persuadé que non. Je suis persuadé que Maxime est dans le vrai. Je vais t'expliquer pourquoi. Ils ont une moyenne d'âge de 23 ans. Quand tu prends Johan Neves et 3 joueurs de moins de 20 ans. Neves, Emery, Doué, t'as vu le match qu'il a fait, Doué? Bon, là, les 2 derniers matchs, Barcola, 22 ans, etc. Tu vois l'équipe, tu vois ces jeunes prometteurs, tu vois des cadres comme Hakimi, Marquinhos, etc. Qu'est-ce qui manque? Il manque un leader charismatique. À cet égard, je trouve qu'on a été très injuste avec Neymar, qui vient de donner une interview dans laquelle il parle de son amour du PSG. Et ce que dit Maxime, il a raison. C'est prometteur. Il suffirait juste d'un leader charismatique. Toutes les équipes ont ça. On a eu Platini en 84, on a eu Zidane en 98. Il faut un mec comme ça. Et c'était pas Messi qui était dans un sas de décompression entre Barcelone et l'Amérique. C'était pas Mbappé qui pensait qu'à sa gueule. C'était Neymar. Le problème, c'est qu'il a toujours été blessé au mauvais moment parce qu'il avait une hygiène de vie déplorable. C'est comme ça, il fallait l'accepter. Mais il aime le club. Il pourrait cracher dessus. C'est très facile. Il pourrait faire la pupute, excusez-moi, comme Messi en ce moment. Il a une dignité. Il dit qu'il aime ce club. Oui, il aime ce club, mais après, Neymar n'a pas le profil, j'allais dire, au-delà du footballeur, psychologique pour être un leader sur du long terme. En fait, je pense que le problème... Il est charismatique, t'imagines. Oui, mais Beckham était charismatique, Buffon aussi. Tu vois, je veux dire, tu cherches pas que du charisme, tu cherches un mec qui joue toute une saison, qui est pas blessé. Était charismatique. Et qui est exemplaire. Oui, voilà, Ibra, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais il était exemplaire sur le terrain, c'était un bosseur et tout. Neymar ne l'était pas.
Voilà. Et pour répondre à ta question, enfin pour rebondir sur ce que tu dis Guy, on part du principe, et ce que disait Max aussi sur le côté renouveau, sur l'ère Qatari là depuis 2011, est-ce qu'il y a eu un cycle qui a duré plus de 3 ans? Parce que vous parlez de renouveau, moi je veux bien qu'il y ait une nouvelle génération, mais il faut lui laisser du temps. Est-ce qu'on part du principe qu'il y aura un entraîneur qui va rester et qu'enfin, parce que là on part dans la science-fiction, c'est ce que dit. Visiblement, c'est ce qui va arriver, puisque Luis Enrique a encore prolongé son contrat. Enfin, j'ai l'impression que personne n'a de pression dans cette équipe du PSG en ce moment. Antoine veut réagir. Est-ce que tu penses comme moi qu'il y a les moyens en Ligue 1, et ce que je dis, je le répète, le mauvais en Ligue des Champions? En fait, non, ça va avec le début de saison. C'est-à-dire que nos joueurs sont... le renouveau, moi, je pense que c'est plus de la manière non starifiée, parce qu'il n'y a plus de stars. Donc, nos joueurs sont quand même individuellement bons. Donc, en Ligue 1, ça suffit. Je vois les matchs et je vois que ça suffit pour passer. En Ligue des Champions, des équipes comme le PSV, on fait nul à domicile, on a 30, je crois qu'on tire 30 fois au but. Oui. C'est dingue. Gérone, on les bat 1-0. Et c'est Hakimi qui marque un arrière latéral. Exactement. Et moi, je suis d'accord avec Guy sur le fait que c'est vrai que l'âge est plus bas, donc il n'y a pas de leader. C'est des mômes, 23 ans. Mais on le voit quand on va jouer à Arsenal, on voit qu'on n'est pas une équipe, on n'est pas dans le top 8. Enfin, on n'est pas à ce rang-là actuellement. On n'est pas là du tout. On voit qu'il y a 2 classes d'écart où avant il y en avait pas. On mangeait limite à la même table qu'eux. Et on met ça sur le compte de l'expérience, qu'on gagne pas en Ligue des Champions, qu'on n'est pas au bout. Mais là, c'est pas ça du tout. Là, il y a plus de stars. Et on parlait tout à l'heure quand j'ai entendu Guy parler de Désiré Doué. Désiré Doué, oui. Il a fait un excellent match contre Lyon. Il a fait une ou deux bonnes rentrées sympas, mais c'est pas. Il a été bon au Red Bull Salzbourg. Oui, mais il a pas fait une bonne partie de saison pour autant. Non, mais il joue pas. Il a pas beaucoup joué. Il fait pas un match entier. Oui. Non, mais les amis, il a pas joué. Il faut qu'il soit bon quand il rentre pour qu'on ait envie de le faire jouer aussi. C'est ça le principe d'un joueur. Mais il a été bon quand il est rentré. Je suis pas d'accord. Bien sûr, mais Enrique, il a quand même aussi son plan de jeu en tête et c'est pas. Bien sûr. Ouais. C'est pas un coach qui peut changer d'avis sur un joueur sur une bonne prestation en 5 minutes. Quoi. Antoine, j'ai une question pour toi qui est supporter, qui connaît l'identité du club, tous les enjeux et l'instabilité qu'il peut y avoir parfois. Est-ce que tu penses que là, si Paris, admettons, se fait éliminer au tour préliminaire de Ligue des Champions en 8e de finale, ce qui a priori est le plus probable, avant les 8e ou avant les 8e, tour préliminaire, est-ce que tu penses vraiment que Nasser, à la fin de la saison, va dire Luis Enrique, tu restes, on continue la non-starification et on continue la progression des jeunes? Est-ce que tu penses que ça peut aller dans ce sens-là ou pas? Là, je suis mitigé. À une époque, j'aurais dit oui, sûr, parce que c'était n'importe quoi. On a viré des coachs qu'on n'aurait pas dû virer. On a remplacé des joueurs, notamment des gardiens qu'on n'aurait pas dû. Navas. Tourelle pour le coach, mais je pense qu'on est d'accord aussi. Bien sûr, mais à cette époque-là, en plus, on parle tellement du PSG en ce moment sur l'après, vu que la Coupe du Monde au Qatar est passée, tout se dit. Donc, je suis mitigé sur la question, mais c'est pas impossible, parce que c'est vrai que même dans le départ de Mbappé, dans plein de choses, le PSG, la direction a quand même fait à certains points n'importe quoi. Voilà. Donc ce serait même pas impossible. Et puis en plus on prend ce chemin-là, on est sur la Ligue des Champions, on est plus sortant que passé. Oui, Maxime. Non mais qu'est-ce qui presse au PSG en ce moment-là? Le mercato. Oui, non mais bien sûr, évidemment. Non mais ce que je veux dire, à moyen terme, qu'est-ce qui presse au PSG? Vu le niveau faible de la Ligue 1 en ce moment, ils sont quasi assurés du titre. Ils ont 7 points d'avance. Ils peuvent aller chercher 2-3 saisons, reconstruire avec Luis Enrique, en faisant monter les jeunes, comme le disait Guy tout à l'heure. Il n'y a aucune pression sur le PSG en ce moment pour pouvoir développer un nouveau plan de jeu et une nouvelle vision du PSG en ce moment. Et je pense que, juste Maxime, pour te répondre rapidement, je pense que le PSG c'est le club le plus irrationnel du monde. Donc toi tu réfléchis de manière rationnelle. Mais est-ce que ça serait pas le moment de justement retomber sur ses pieds? C'est le moment, mais est-ce qu'il y a une volonté derrière? Je suis pas sûr. Le problème, c'est que ce côté irrationnel, il est dû en partie au président. Je veux dire, acheter Colomboigny, ce qu'il a été acheté millions d'euros, je crois, pour ne pas entrer du tout dans le style de jeu dont on vient de parler. En plus, tu vois, possession de balle et tout ça, c'est un genre de transition. Donc là, le prix où il a été payé aussi. Non, mais donc il y a eu des conneries, mais sans arrêt au niveau du recrutement. On ne sait pas si c'est Ramos, si c'est Nasser, si c'est. Ces choix-là, c'est le directeur sportif Mbappé qui les avait faits. Donc. Oui, alors en plus, il y a eu ça. Mbappé a eu les clés du camion. On lui a filé les clés d'un camion qu'il a été incapable de conduire. Et notamment, ça a généré le départ de Neymar. Oui. Il a dit je veux plus de Neymar. Neymar est parti. Et là, ça a été la pire saison de Mbappé derrière. Il a prolongé pour rien, on va dire. Il a fait perdre 2 ans au PSG. Alors pour conclure en pronostic, est-ce que vous pensez que le PSG sera encore européen fin janvier après les phases de poule? Antoine?
Moi, je pense que ça va être super compliqué parce que à l'heure actuelle, on se dit que City qu'on va rencontrer est dans la panade complète, mais c'est dans un mois. Oui. Donc on connaît. Enfin, je vois pas City avoir un cycle de 6 mois où il voit pas l'eau. Oui ou non? Donc ouais, non. Moi, je pense que non. Dis. Ouais. Tu sais comment ça, les pronostics, tu peux dire tout et son contraire, mais il a raison. Si, tu peux pas imaginer Guardiola aller au-delà encore de cette humiliation qu'il subit chaque semaine. Ce qui s'est passé à Manchester, c'était terrible dans les 2 dernières minutes. Bon, donc tu peux pas. C'est inconcevable. Ou alors, il en a fini PSG avec City. Pas européen. Non, PSG pas européen à la fin du janvier. Moi, je dirais PSG européen. Et toi, Maxime? Moi, ça fait plusieurs semaines que je le dis. Le PSG ne sera pas là aux phases finales Ligue des Champions. Et c'est tant mieux pour le PSG. Eh ben, je dis la même chose aussi. Merci beaucoup, Antoine. Merci, Antoine. Et Merci, bonne Antoine. fête de fin d'année. Tout de suite, on va parler de l'OM. Et on va voir un supporter de l'OM. C'est Kamel, tiens. Et on va voir l'OM qui est quand même deuxième et qui fait un début de saison honnête. On va le décrypter en votre compagnie. Allez, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. On se retrouve pour les vraies voix du foot avec bien évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat. On va parler maintenant de l'OM. L'OM qui est second de la Ligue. Alors l'OM au moins il est tranquille en Coupe d'Europe, hein, ni Ligue des Champions ni Ligue Europa, pas de fatigue en milieu de semaine. L'OM qui est second de la Ligue 1 à 7 points derrière le PSG, une différence de but de plus 28 contre plus 14. Ex-aequo avec Monaco, il n'y a que 2 buts d'écart à la différence de but. Comment est-ce que vous qualifieriez les amis cette première partie de saison de l'OM? Tiens, on va changer l'ordre. Écoute, moi je dirais contrasté. J'ai l'impression qu'il y a eu les 2 premiers mois, le premier mois et demi jusqu'à fin septembre où c'était très poussif pour l'OM. On sentait que De Zerbi essayait de mettre en place sa philosophie de jeu qui est très italienne, très tactique, un jeu de position c'est exigeant. Donc il fallait le temps d'assimiler la philosophie de jeu de De Zerbi. J'ai l'impression qu'il y a une victoire qui a été l'élément déclencheur, c'est la victoire à Lens. La victoire à Lens 3-1, enchaînée derrière avec la victoire face à Monaco. Face à Monaco. D'arbitrage. Ouais, avec les 2 coups francs. mais qu'ils enchaînent la semaine d'après face à Monaco. Je pense que ça a lancé quelque chose et qu'à ce moment-là, il y a eu un déclic pour le groupe, pour les joueurs. Et que là, maintenant, voilà, on le sent. Moi, on l'a vu le match contre Lille. Je pense qu'on en touchera un mot tout à l'heure, qui est un match peut-être avec celui de Paris-Lyon, peut-être le meilleur match de la saison. Enfin, en termes d'aspérité, de qualité de jeu, d'intensité. J'ai l'impression que là, c'est intégré et la saison a vraiment commencé à partir du mois d'octobre pour l'OM. Donc, si on fait le bilan 2 mois, je dirais 2 premiers mois compliqués et les 2 mois suivants très satisfaisants pour l'OM. C'est pour ça que pour moi, l'adjectif, c'est prometteur. Enfin, l'équipe est prometteuse. Elle nous a donné de bonnes séquences, un peu irrégulières, effectivement, au début de la saison. Mais là, De Zerbi constitue un groupe qui est enthousiaste, qui croit en lui, qui arrive même à s'émanciper de lui pour prendre ses valeurs. Ils sont partis en Scandinavie, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence, cette semaine, pour faire un team building, pour se retrouver. Non mais je vois votre œil qui frise. je vois votre œil qui frise, mais non. Les soirées suédoises. C'était pas à Stockholm d'abord, mais c'était au Danemark. C'est pas loin, il n'y a qu'un pont. Non. Et en plus, si vous voulez, c'est Balerdi qui a créé ça et pas Osberg. Alors lui, c'est une divine surprise. Voilà, on parlait d'un catalyseur de jeu, d'un mec qui, il a ce que n'ont pas les joueurs du PSG. Il est là, rassurant, très technique. C'est un leader qui s'est imposé. Ils ont en plus Greenwood, ils ont un gardien top et je dirais que c'est vraiment prometteur. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe, donc ils vont avoir moins de fatigue. Ça, je pense que ça peut être une bonne surprise pour la 2e place. Enfin, c'est pas vraiment une surprise. Et son association avec Rabiot est intéressante. C'est vraiment des points d'ancrage. C'est Hochberg et Rabiot, c'est des points d'équilibre essentiels. On a Franck, supporter de l'OM. Bonsoir Franck. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, Franck. comment en un mot tu qualifierais cette première partie de saison de l'OM? Encourageante et frustrante, ça fait 2 mots. Ah ouais, mais c'est pas grave, ça fait 1+1. Alors, encourageante, pourquoi? Et frustrante, qu'est-ce qui a été le plus frustrant? Encourageant parce que l'effectif a été renouvelé à 80%, faut pas l'oublier. Il y a des très bonnes séquences, on sent le De Zerbi Ball commencer à se mettre en place. Sans à la fin. Voilà, et frustrante parce que on est l'équipe, mine de rien, en Europe, qui fait le moins de fautes du championnat, des 5 gros championnats.
Et on est l'équipe la plus sanctionnée en termes de carton rouge. Et ça a clairement coûté des points à l'OM. Donc c'est très frustrant. C'est sûr. Alors frustrant. Maxime, un mot. Pour qualifier les premières saison de l'OM. Le mot sort pas. Le mot, c'est le néant parce que, en tant que supporter bordelais, je ne m'interdis de regarder les matchs de Marseille. Il nous refait la guerre entre Bernard Tapie et Claude Bèze. Là, c'est pas possible autrement. Moi, je dirais, j'aurais presque deux mots. Je mettrais à la fois irrégulier et encourageant. C'est irrégulier parce qu'il y a des sautes. Il y a des matchs où ils sont vraiment très bons. Courant alternatif. Il y a des matchs où courant alternatif. C'est exactement ça. Et parfois, ils ont eu des coups du sort. Je pense au classique face au PSG où le carton rouge en début de match change absolument tout. T'es d'accord avec ça, Guy ? Je suis d'accord avec ça, mais effectivement, on sent que la patte de De Zerbi arrive plus vite que celle de Luis Enrique. Et clair. Là, donc, forcément, c'est irrégulier parce qu'il faut que ce système se mette en place. Mais, comme je l'ai dit, c'est vraiment prometteur. Le problème de Luis Enrique, c'est qu'on ne le comprend pas, alors que De Zerbi, apparemment, on le comprend. Oui, c'est clair. C'est vrai. Ce qui est intéressant avec, je trouve, De Zerbi et la relation à la direction, c'est qu'on sent une vraie connexion, ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas du tout avec Marcelino et voilà, même avec les coachs précédents. On sent que l'arrivée de Ravanelli, il y a un peu une italianisation. Voilà, vous avez compris. Le coach, il y a eu Gennaro aussi il n'y a pas longtemps. Exactement, mais ça match chez moi avec Gennaro. Là, on sent qu'il y a une vraie connexion, même une vision du football. Même côté... les quatre mousquetaires de la direction de l'OM sont vraiment en symbiose. On sent une union au sein de cette direction avec l'entraîneur également. Et alors là, je te pose la question, Franck, parce que juste avant, on parlait du PSG, il y avait la question de la continuité. On connaît l'amour de Monsieur Longoria pour les mercatos très agités. On sent une stabilité qui est en train de se mettre en place du côté de l'OM. Est-ce que ce mercato hivernal qui arrive, qui peut être à la fois un mercato de complément pour bonifier l'équipe ou un mercato avec quelques folies et du déséquilibre qui est créé au sein du groupe, est-ce que tu crains ce mercato et est-ce que tu penses que ça va être un mercato agité pour l'OM ? Alors, je pense qu'il ne faut pas le craindre, quoi qu'il en soit. Longoria a toujours dit le mercato hivernal est un mercato d'opportunité. Donc, on va aller sur les opportunités. Apparemment, il y a un défenseur central qui est cherché, étant donné que Lilian Brassier ne fait clairement pas l'affaire. Après, ça va être du complément. Il y a le cas Pogba. Est-ce que Pogba arrivera dans tous les cas? Alors, il ne peut pas arriver avant mars, parce qu'il est suspendu jusqu'au printemps. C'est ça, dans tous les cas, s'il arrive, il ne peut pas jouer avant mi-mars. Oui, mais il peut arriver là. Il ne faudra pas compter dessus pour faire 20 minutes, un quart d'heure en fin de saison, peut-être, mais quoi qu'il en soit, on ne pourra pas compter dessus. Ça sera pour l'an prochain, pour anticiper. Ce mercato-là, ça va être de l'opportunité. Longoria a toujours fait des très bons mercatos d'hiver, avec des ajustements toujours assez intéressants. Donc non, il ne faut pas le craindre. Normalement, il n'y aura pas de départ. Sauf immense surprise. Donc bon, on va pas le craindre, on va essayer de remplir cet effectif comme il faut pour aller atteindre... les manquements, ils sont où pour toi dans l'effectif aujourd'hui, Franck ? Le gros problème, c'est effectivement Lilian Brassier, qui n'a pas pris la mesure du club. C'était peut-être une marche un peu trop haute. Donc il faut un défenseur central, d'autant plus qu'il y a le KM Bamba qui ne joue pas. Oui. Donc il faut un défenseur central, ça devient primordial. Le milieu de terrain a l'air bien fourni, pas de problème là-dessus. Devant, est-ce que c'est assez de terminer la saison avec Neil Maupay qui est devenu titulaire et Eli Wahi qui fait des bouts de match? Voilà. John Rowe qui est très intéressant et a l'air d'avoir des petits problèmes de comportement la semaine à la commanderie. Donc il faut peut-être recruter devant un ailier gauche qui peut peut-être également jouer en pointe. Oui, tu viens de citer Maupay, qui est vraiment la divine surprise aussi. On parlait de Hojbjerg. Là, pour le coup, ils ont deux pioches magnifiques, deux bonnes pioches. Écoute, Franck, tu vas te mouiller. Tu vas nous dire, indépendamment de Brassier, sur lequel tout le monde est d'accord, mais au nom des... en essayant, pas forcément ton idée à toi, mais l'idée de l'ensemble des supporters marseillais, de ceux qu'ils aimeraient voir partir au mercato. Alors tu me cites deux noms, et deux noms de rêves, d'acquisition de rêves. Voilà. Deux départs et deux arrivées, si tu avais les possibilités. Sincèrement, moi je me séparerais d'Amin Harit. Qui ne met plus un pied devant l'autre depuis sa blessure. Et il faut faire partir Mbaba qui a un coût réel pour le club. Et deux arrivées crédibles
mais qui peuvent être intéressantes. Moi, j'aimerais énormément Locatelli, qui était en discussion cet été avec le club, mais c'est impossible. Donc, on va dire, je sais qu'il y a une rumeur Raspadori qui, moi, me plaît énormément devant. Et après, on continue en Italie avec Niccolò Fagioli. Oui. Bon, Voilà. ça rêve pas. On parlait de recrutement de rêve. Ça rêve pas, je sais pas moi, de Mbappé et Bellingham ou Vinicius. Réaliste. Non, mais c'est déjà c'est bien. Non, c'est bien. C'est bien, et puis on te remercie de tu n'as pas la langue de bois, on va dire. C'est clair. Question à tous. Pour une réponse brève, parce qu'il va falloir faire la pub. À ton avis, Franck, l'OM peut titiller le PSG pour le titre? Absolument. Ah, Guy? Non, parce que sur la qualité totale de l'effectif, non. Non, je pense que l'OM peut viser au mieux la deuxième place, Voilà. ce qui sera déjà très bien. Maxime? Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Moi, je pense que ce qui fera la différence, c'est peut-être s'ils font un très bon mercato par rapport, Maxime prend tous les risques par à chaque rapport fois, au j'adore. PSG. Et S'ils ont Locatelli, oui. ah oui, s'ils font un très bon mercato et selon la suite du PSG, imaginons qu'ils ne se qualifient pas, c'est la crise, etc. Ouais. La jument n'a pas encore tourné le dos au foin. Ça, c'est une expression de rugby, mais elle n'est pas fausse. Merci beaucoup. Merci, Franck. Franck, supporter de l'OM, et bonne fête à toi. Merci Franck. Bonne soirée. Également. Et tout de suite, on va parler d'un grand club français, le seul qui ait aligné 7 titres de champion consécutivement, l'OL. On va en parler avec Noémie, supportrice de Lyon. Est-ce que l'OL fait une saison à la hauteur? Allez, on se retrouve tout de suite et vous pouvez appeler au 0826 300 300. Sud Radio. Retour des vraies voix du foot avec bien évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sena, Enzo au web qu'on salue bien évidemment. Et après on fait la ligne PLM, vous savez, la ligne de train Paris, Lyon, Marseille. On a fêté à Marseille, on remonte à Lyon. Salut Noémie. Bonsoir messieurs, bonsoir l'équipe. Bonsoir Noémie. Bonsoir, Supportrice Noémie. de l'OL. Tiens, alors, galanterie oblige, on va commencer avec Noémie. Pardon. Si tu avais un mot pour qualifier cette première partie de saison de l'OL, qu'est-ce que tu dirais? Tu peux en mettre deux comme on l'a accepté pour l'OM. Hein. Je vais reprendre le mot que mon père de Marseille a dit avec encourageante, forcément, après ce qu'on a vécu l'année dernière. Oui. Et quand même, je vais dire emballante un petit peu, quand même, parce qu'on vient de tellement loin que quand on voit le jeu qui est produit en fin de première partie de saison, on a le droit d'avoir un peu de plaisir, de se dire, quand on voit Ryan Cherky qui nous fait vraiment des belles mi-temps, voire des beaux matchs en entier, on en voit du football aussi, ce qui est peut-être bête à dire, mais avec Lyon, on a été habitué ces derniers temps à voir parfois de la piètre qualité, et là, on voit vraiment du foot, et notamment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec un match comme Lyon-Marseille qui a été vraiment un très très gros match. Même si on a perdu, on sent que ça a été quand même aussi un départ d'une bonne série après, avec notamment une victoire à Toulouse qui était quand même un hold-up parce qu'on ne mérite pas de gagner, mais derrière qui nous permet d'enchaîner. Deux Toulousains présents en studio, Je te confirme. remercie Noémie pour ton honnêteté. C'est toujours bon de le dire, il faut le reconnaître. On ne mérite pas, Fofana nous sauve la mise à la fin, en plus avec un but vraiment limite. Et derrière, on enchaîne, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé vraiment une ossature et un plan de jeu pertinent, avec vraiment des joueurs qui sont bien en place, notamment avec une colonne vertébrale menée par Tolisso, Verretou et Cherki forcément, qui nous permet d'être solide devant. Reste toujours notre fidèle point faible en défense centrale notamment, avec parfois Perry qui nous fait un peu trembler comme Le dimanche à Yannick Paris. Tajar. Voilà, Je viens de faire mon signe de croix, sortir une patte de lapin, un crucifix, une gousaille. Quand vous prononcez le mot de Calais Tajar, faut faire tout ça. C'est ça. Ça a toujours été notre point faible à Lyon, hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est toujours un peu étonnant dans les recrutements. Il y a toujours eu des joueurs assez virils à Lyon, je me rappelle Cassapa, etc. Aussi Chris, le policier. Oui. Et le dernier point positif que je dirais, si je peux me permettre, c'est aussi un Nico Tadze qui enfin permet d'enchaîner. Parce qu'au début de saison, moi j'avais un peu peur, je le trouvais un peu frêle. Et là, ça y est, on sent qu'il trouve vraiment ses marques. Et c'est positif parce qu'on sait que Lacazette, bien qu'il soit génial et efficace, il ne peut pas tenir une saison et en Ligue Europa et en championnat où en ce moment, en plus, on est 5e et on a une Ligue Europa qui est plutôt positive pour l'instant aussi. Surtout qu'il a fait très bien 4e. Hein. Si on sent l'accident industriel contre le Beşiktaş, il serait premier. Hein. C'est ça. Alors, Manu, Philippe, en un mot. Moi, je dirais le mot ambition.
Il y a eu une saison l'année dernière qui était scindée en deux avec une première partie catastrophique et une deuxième en sur-régime. Donc on est passé du sous au sur-régime avec l'effet Pierre Sage qui a duré 6 mois. Et la question qu'on se posait cet été, c'est à la reprise, quel OL on va avoir, parce qu'il y a eu un OL à 2 visages. Et le premier mois et demi, je suis d'accord avec Noémie, je le mets au même moment, c'est cette défaite contre l'OM et enchaînée dans la semaine d'après, la victoire contre l'Olympiakos et celle contre Toulouse. On sent qu'il y a eu un déclic et que là, l'effet Pierre Sage est comme un effet magique Pierre Sage qui a repris. Et j'ai l'impression que, et d'ailleurs ça correspond au moment où il y avait des problèmes extrasportifs à Lyon, donc c'était assez paradoxal. J'ai l'impression que Lyon se met à être ambitieux, que Lyon regarde vers le haut. Et aujourd'hui, il y a Lille qui est devant, Lille qui fait une super première partie de saison, qui est 4e, et Lyon est au contact de Lille, ce qui est quand même révélateur. 27 points. Voilà, ce qui est révélateur de l'ambition qui doit être l'ambition lyonnaise. Moi, je trouve que c'est au final une première saison totalement satisfaisante, et ils sont portés un peu à la manière de Brest, mais en faisant mieux en championnat. Ils sont portés par leur parcours européen, qui leur sert de locomotive et qui leur donne confiance. Pas la même structure quand même. Ah, c'est pas la même structure, mais je veux dire, quand ça flanche en championnat, il y a l'Europe qui est une continuité. Il y a pas de continuité en championnat, mais tu en as une en Europe. Donc il faut que Lyon soit ambitieux. J'aimerais ça pour les Lyonnais. Dis en un mot. D'ailleurs, Lucas Chevalier, l'a confirmé au micro de Canal Plus dimanche, en disant que Lyon leur avait vraiment créé des gros soucis et que c'était l'équipe qui avait été la plus compliquée à jouer pour eux, pour le coup. Si je devais qualifier d'un mot, je dirais enthousiasmante et surprenante cette équipe jusqu'au match contre le PSG. Ah, c'est les limites. Oui. Et là, tu t'aperçois tout à coup qu'il n'y a plus rien. Alors que tu pensais qu'il y avait vraiment tout ce qu'on vient de dire. Mais moi, j'étais persuadé qu'ils allaient être sur le podium. Je pense qu'ils peuvent être 3e encore, compte tenu du fait que Monaco, c'est des sables mouvants, la Riviera, on ne sait pas trop, on se fait bronzer, enfin je ne sais pas, on ne sait pas. Monaco, c'est tellement imprévisible. Mais juste pour te dire, ils ont un problème, et là je vais prononcer des mots tabous. C'est que on a commencé l'émission en citant la passe décisive de Cherki. Cherki fait une saison magnifique, c'est probablement pour moi un des meilleurs joueurs du championnat de France actuellement. Pour moi, en créateur, c'est le meilleur avec Akliouche. Et là, voilà le mot tabou, c'est que Lacazette n'a plus de jambes. Et que la doublette d'attaque, c'est Cherki, pour moi, Mikotadze. Et on sent bien qu'il y a un gros problème psychologique à régler, parce que c'est une icône. Lacazette, tu touches pas. Tu vois, il y a un respect dû à ce mec qui en plus se bat, qui en plus aime ce club, qui le symbolise. Mais ces pauvres jambes, on dirait une chanson de Brel, ces pauvres jambes n'en peuvent plus trembler. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Regarde Tolisso, l'an dernier, on le pensait fini. Il fait un début de saison exceptionnel, Tolisso. Mais là, t'es rattrapé par l'âge, tu peux rien faire. Lacazette, il enchaîne Jeux Olympiques et championnat. Il n'a pas eu de repos. Oui, mais à chaque fois que tu vois Mikotadze rentrer à la place de Lacazette, ou à chaque fois que tu vois Lacazette rentrer, à l'inverse, tu vois la différence entre les deux, et à chaque fois, elle est marquante. Mais il ne faut pas sous-estimer en effet la surcharge émotionnelle qu'ont été les 6 derniers mois, avec la peur que son club descende en Ligue 2, enchaîné avec les JO, qui est là une belle émotion. Je pense qu'il a commencé la saison rincée. De toute façon, on l'aime tellement qu'on aimerait tous qu'il revienne, évidemment. Maxime, sur le match de Paris, peut-être que la non-présence titulaire de Fofana était aussi un petit manque par rapport à Cherki. Oui. Maxime, en un mot de ce que tu penses du début de saison de l'OL. En un mot, moi je dis banqueroute. Oh là là. Parce que j'ai plus entendu parler de l'OL. Tu parles des problèmes financiers, mais là c'est votre histoire. J'ai plus entendu parler de l'OL pour les problèmes financiers que pour le jeu, je suis désolé. Mais avec les succès de Botafogo, c'est moins d'actualité là. Oui, mais moi je sais reconnaître un club en relégation administrative quand j'en vois un. Donc c'est le supporter bordelais qui réagit. Voilà, donc j'espère pour eux que ça se finira mieux, mais pour moi ce qui a marqué ce premier début de saison, c'est ça, il faut faire très attention. Alors moi je vais vous donner mon avis les amis. Je pense que le match contre le PSG résume un peu le début de saison de l'OL. Un début de première période catastrophique, une fin de première période excellente où ils mettent un but sublime. Lyon peut faire des trucs exceptionnels et peut passer complètement à côté. Et moi, il y a un match que j'ai en travers de la gorge, je le dis franchement, c'est le match contre le Beşiktaş où ils ont fait une Paris Saint-Germain avec un nombre d'occasions. Mais alors, je crois qu'ils ont tiré 28 fois au but, un truc de dingue, et où ils prennent un but débile dans les 10 dernières minutes. Et je pense que le match contre le PSG résume la
saison de l'OL, mais je pense que l'OL montre vraiment de belles choses. Mais tu sais, l'impression que ça me donne, moi, dans l'équilibre entre les clubs de Ligue 1, c'est que là, sur cette année-là, donc on va attendre avant de faire une conclusion, mais c'est un peu comme le Lyon, pour faire le parallèle avec Lyon des années 2000, qui prenait un peu les meilleurs joueurs de chaque club, qui vidait un petit peu la concurrence, qui restait du coup, qui avait vraiment une marge par rapport, pendant 7 saisons d'affilée et les 7 titres d'affilée, oui, une marge par rapport à la concurrence, ce qui leur suffisait pas pour être performant en Europe. Et là, je retrouve un peu ça avec Paris, où on a beau voir des matchs hyper décevants en Coupe d'Europe, on sent qu'il y a un matelas quand même par rapport aux autres clubs de Ligue 1, et tu le sens, non, tu l'as vu dans tous les matchs, on le verra peut-être demain face à Monaco, on aura une autre réponse, mais on l'a vu face à Marseille, on l'a vu là face à Lyon, on sent que les clubs qui peuvent a priori aller chercher Paris n'y vont pas, et que Paris quelque part a toujours cette marge-là. Et ce qui est frustrant, parce qu'on y croit à chaque fois, on se dit allez, tel club peut y aller ou pas, et Lyon, moi j'avoue, j'y croyais dimanche, je pensais qu'il pouvait les prendre au moins nul, quoi. Noémie a évidemment résumé la situation quand elle a parlé du changement il y a une chose incroyable, c'est la sortie de Cherki. Oui. Pourquoi ? Pour le ménager, probablement, j'en sais rien. En tout cas, la non-présence, c'est ce qu'elle disait, de Fofana sur les côtés, qui aurait empêché les latéraux parisiens de monter, et puis surtout, qui est vraiment un monstre à l'aile. Tout ça fait que un jour où le milieu de terrain, Vertou, Tolisso n'est pas à la hauteur, il n'y a plus rien. Tu vois, il y a eu une accumulation de faits sur des joueurs précis qui font qu'au total, ça a créé cette contre-performance. Donc je pense que ça ne remet pas en cause les progrès en général de cette équipe. Mais alors, il y a eu des progrès, on l'a vu en Coupe d'Europe, quand ils ont été capables de battre l'Eintracht pour leur passer devant lors de la dernière journée, et maintenant ils sont 4e, c'est quand même une belle perf en Ligue Europa. Noémie. Bien sûr, on aurait fini pour que ça se passe comme ça, avec des matchs un peu pièges. Non mais de toute façon, ils vont passer parce qu'ils vont jouer, je crois, Galatasaray et le Razgrad Ludogorets. Si avec ça, ils marquent pas des points. La Turquie, c'est jamais facile. Oui. Galatasaray, c'est compliqué, mais le Ludogorets, Razgrad à Lyon, ça devrait le faire là, oui. C'est sûr que de passer directement en huitième de finale, c'est ce dont tous supporters lyonnais rêvaient en début de saison. Après, demain, on a confirmé sur des rencontres peut-être un peu plus dures. Maintenant, avec ce qu'ils ont montré notamment contre Francfort, avec le fait de combattre ensemble, de jouer vraiment ensemble en équipe, autant dans les duels que dans le jeu, que dans la volonté, que la dernière minute, même en première minute, ça fonctionne et ça joue. Il y a ce côté finalement qui nous faisait gagner les titres aussi à Lyon, cette envie de gagner en fait. C'est vraiment ce culte de je veux pas perdre. Et ça, si on pouvait l'avoir dans la distance, ce serait vraiment excellent. Et comme le disait aussi Pierre Sage, c'est-à-dire que ce qui nous a fait beaucoup de défauts dans ce début de saison, c'est les débuts de mi-temps, que ça soit la première mi-temps ou la deuxième. Et on le voit contre le PSG, c'est-à-dire que, et on le voit, on revient dans le match assez, c'est-à-dire facilement. On peut revenir dans le match, on en est largement capable, mais si on ne prend pas 2 buts bêtes et casquettes, je dirais presque, entre un penalty et puis une occasion, une action extrêmement litigieuse sur le côté de la surface où il y avait pas penalty ou coup franc, etc., où il n'y a rien eu du tout. En dehors de la surface, il n'y a rien. Oui, mais c'est tangent. Il y a quand même cette histoire je trouve, de la culture européenne. On en parle souvent des clubs qui ont une culture des matchs européens. On sent qu'il y a ça. Alors Brest, évidemment, eux, ils défient tout parce qu'ils n'ont pas de culture européenne, mais ils s'inventent cette année, ils se découvrent. On sent que Lyon a aucun complexe à jouer l'Europe, et quelque part, c'est une bulle réconfortante pour l'Europe. Et quand il y a des doutes en championnat, il n'y en a pas en Coupe d'Europe. Et en effet, et ça pose même la question, parce qu'on parle de notre niveau, on est souvent assez dur avec la Ligue 1, on essaie de la comparer, et parfois c'est un peu dur de la comparer avec les autres grands championnats. Mais là, quand on voit les résultats cette année, on peut voir des clubs qui sous-jouent en championnat et qui font très très bonne figure en Coupe d'Europe. On pourra faire un jour un débat, Philippe, dans les prochaines semaines sur le niveau de la Ligue 1. Quel est le niveau de la Ligue 1 ? C'est vrai, Guy veut réagir. Non, sur Lyon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je voulais juste profiter de la présence de Noémie pour lui dire, moi, je regarde pas trop le foot féminin. Je pense qu'il y a eu une régression à un moment donné à partir de l'échec en Coupe du Monde contre les Américaines. Bon, Diacre et tout ça. Il y a une équipe que j'aime regarder, c'est Lyon. Elle va jouer en Coupe d'Europe ce soir. Tu peux nous dire ton sentiment sur cette équipe lyonnaise féminine et sur ce match ce soir, comment tu le sens ? Lyon-Wolfsburg, ça reste toujours une grosse affiche. Après, comme vous le dites, Lyon
Lyon et l'équipe de France, c'est encore différent. Parce que Lyon a cette chance-là, en championnat, de pouvoir attirer les plus grandes joueuses aussi européennes, comme ça l'a été avec Ada Hegerberg et d'autres joueuses, et notamment aussi de chipper souvent les Parisiennes au PSG. Donc là, ce soir, honnêtement, elles sont vraiment dans une très bonne dynamique chez les Lyonnaises. Je les vois pas perdre contre Wolfsburg. Ça restera toujours un match accroché parce que les Allemandes, ça reste solide dans les duels et solide. Deutsche Qualität. Voilà. Mais non, je pense qu'elles sont quand même dans une dynamique très positive, soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Donc je pense que ce soir, elles vont gagner. Allez, si je me lance dans un petit pronostic, un 2-1. 2-1. Eh ben, écoute, on signe pour ça, Noémie. Merci à toi, Noémie. Merci, Noémie. On te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année également. Tout de suite, on va retrouver le But Football Club avec Bastien Aubert. Croyez-vous à un retour de Paul Pogba au plus haut niveau? Parce qu'il y a carrément un dossier dans le But Football Club cette semaine où on parle du retour de Paul Pogba avec une destination inattendue et une troisième qui est tombée aujourd'hui. Allez, on se retrouve tout de suite dans les vraies voix du foot. Sud Radio, votre retour des vraies voix du foot. Et on a le plaisir de retrouver nos amis du But Football Club. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Salut Bastien. Bonsoir à tous les amis. Bonsoir Bastien. Alors Corbeau n'est pas là? Comment ça se fait? Non, il a dit là le grand... Vas-y, vas-y Bastien. Il sera là demain Guy. Il sera là demain soir. Et justement, tu es le monsieur OM. On parlait de Paul Pogba, d'un retour de Paul Pogba à l'OM à la fin de sa suspension, qui tombera pile à sa date d'anniversaire, à peu de choses près, au mois de mars, comme il est du 15 mars 93. Pile à peu de choses près, j'aime bien. Oui, pile mars, oui. Non, mais c'est bien. Bravo. Et maintenant, il y a une autre piste, même deux depuis aujourd'hui. La première, c'est le Paris Football Club, que tu as dévoilé dans le But Football Club ce week-end. Et désormais, il y a le Corinthians. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer où sont les approches de Pogba, notamment avec l'OM et le Paris Football Club? Alors bon, je vais essayer de un petit peu décortiquer ce dossier qui est très très complexe. Il y a beaucoup de ramifications là-dedans. Bon, je vais parler de ce que je connais le mieux, hein, c'est l'OM, donc on s'est un petit peu rapproché de sources proches du club. Et on sait qu'il y a quelque chose, il y a pas forcément quelque chose de très concret, mais personne ne nous confirme ni ne nous infirme la piste Pogba. Ça reste très ambigu, donc une possibilité à l'OM, c'est une réalité potentielle en 2025 donc. Alors effectivement, tu as parlé de la piste du Paris FC, c'est une option assez crédible pour le coup. On sait que le club parisien vient de se faire acheter par la famille Arnaud, donc ils ont quand même beaucoup de moyens. Et Red Bull. Oui, tout à fait, complètement, tu as raison. Ça augmente encore les moyens. Tout à fait, ils ont les moyens de leurs ambitions, ils sont encore en Ligue 2, ils sont deuxième de Ligue 2, donc ils sont encore dans les clous pour monter. Et leur projet serait finalement de recruter Pogba donc, au mois de mars, ou du moins pour finir la saison en Ligue 2, et pourquoi pas de monter en Ligue 1 pour en faire leur figure de proue, leur tête de gondole. C'est une option qui est sur la table, c'est une option qui peut être crédible pour Pogba, hein, pour se remontrer en France, pour disputer la Coupe du Monde 2026. Il y a la rumeur effectivement Manchester City, mais elle est vite tombée à l'eau. Moi, j'y crois pas trop de par son passé à United, donc forcément ça me compliquait. Est-ce que ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait le retenir, son histoire à United pour aller à City? Après, on sait que les footballeurs sont toujours très, très versatiles, hein, forcément, mais je pense tout dépend le nombre de zéros sur le chèque. C'est ça. Surtout en ce moment pour lui. Mais non, je pense que pour le coup, il est quand même très attaché à United et je pense que City, si la rumeur se confirme, je ne crois pas trop personnellement. Et effectivement, tu as évoqué l'option improbable des Corinthians qui, niveau celle-là, elle est vraiment très... Avec un sponsor très original, un des principaux sites d'escort girl au Brésil. Là, c'est carrément incroyable. Tu peux nous raconter? C'est sorti dans l'équipe aujourd'hui. Tout à fait. Alors figure-toi que j'ai une très très bonne amie à moi qui est brésilienne, donc qui m'a confié. Voilà, c'est assez crédible pour le coup. C'est quelque chose qui se fait assez régulièrement au Brésil. C'est une société effectivement de plateforme d'escort girl qui a proposé une sorte de sponsoring aux Corinthians pour éventuellement donner des fonds au club brésilien pour recruter Pogba. Alors c'est quand même très très ambigu, très aléatoire, mais c'est des choses qui se font au Brésil et notamment ils l'ont déjà fait avec 2 clubs de Ligue 2, donc oui, absolument. de Division 2.
Voilà. Donc ça reste quand même très compliqué, cette histoire, je pense. Philippe, vous n'avez pas un réseau de... Vous avez un réseau de brésiliennes, les camionnettes blanches au bois de Boulogne, c'est vrai. Et elles vous donnent pas d'informations. C'est pas moi. Il a créé une plateforme. Non, sérieusement, sérieusement, pour en revenir à Pogba, d'abord, on oublie toutes les diableries pour revenir à l'angélisme, parce qu'on parlait de Cherki. Pogba, c'est un mec qui nous fait rêver. On adore ce gars-là. C'est pour ça, contrairement à ce que tu as dit, Philippe, je pense pas que le nombre de zéros soit le truc principal. Il a envie de jouer. Il a été privé de foot. Bon, il l'a mérité. Voilà. Mais là, je pense que si en plus le challenge, c'est pas une danseuse, le Paris FC. Il y a, tu l'as dit, Red Bull derrière, c'est-à-dire une structure sportive, administrative. Qui connaît bien le foot, qui a déjà 2 clubs. Au niveau de la gestion, c'est la famille Arnaud. Donc voilà, on n'est pas, tu vois, c'est pas des fortunes d'émir, quoi. Enfin, voilà, on fait attention aux dépenses, à la gestion. Il y a des contrôleurs de gestion rigoureux, sérieux, et je pense que ça peut être une option pour Pogba qui serait, à mon avis, fantastique, quoi. Il finit la saison. Maintenant, j'ai juste peur d'une chose, c'est que le Paris FC se voit déjà trop beau. Regarde le match à Lorient la semaine dernière. Ils perdent. J'ai vu le match. J'ai vu le match et il leur manque un peu de niaque, comme si déjà ils étaient en Ligue 1, tu vois. Oui. Il va falloir le choix, donc Dunkerque est en embuscade. Maxime. Exact. Emmanuel. Alors oui, la question, est-ce qu'on croit au retour de Paul Pogba au plus haut niveau? En fait, je pense qu'il n'y a que lui qui a la réponse et que ça va dépendre de son choix. Je ne suis pas sûr, contrairement à Guy, qu'aujourd'hui il soit forcément convaincu de vouloir reprendre un projet sportif, de vouloir retrouver le meilleur niveau. Le foot lui a manqué, mais on sait qu'il a un certain train de vie. En fait, on n'a pas de réponse sur ça. Pour ce qui est de la rumeur des clubs, je pense que ces agents font très bien le travail, font grimper les enchères. C'est le grand classique. On dit que tel club est intéressé pour donner envie à des clubs d'être vraiment intéressés. Donc moi, les rumeurs, sincèrement, j'en crois aucune, d'une manière générale. Pour ce qui est de son retour au plus haut niveau, donc on le répète, son retour à la compétition sera au mois de mars. On est 3 mois avant, ce qui est quand même très long sur le. Mais très court. Ce qui est très court, c'est-à-dire que c'est bien de prendre une décision. Il peut se remettre en place physiquement sans avoir le projet, mais ce qui peut être très long dans les choix, les possibilités qui s'offrent à lui. Je pense que Pogba, il va être face à 2 choix possibles. Il a 32 ans, une condition de physique incertaine, des soucis extrasportifs qui le suivent encore aujourd'hui, ce qui l'exclut pour moi des top 10 européens. Je pense qu'il n'ira pas dans les top 10 européens parce que juste sportivement, il a pas assez de garanties, il peut apporter plus de problèmes qu'il peut apporter de solutions, c'est mon avis. Donc, il lui reste pas sûr d'être titulaire. Exactement. Il lui reste des clubs pour se remettre en jambes. Donc là, on en a cité certains qui lui permettraient de retrouver une compétitivité comme l'OM et éventuellement d'aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Ou alors, il se dit, il me reste 2 ou 3 ans, je vais gagner de l'argent, je vais faire un contrat en Arabie Saoudite. Dans ces cas-là, tu pars en Arabie Saoudite. Hein. Et dans ce cas-là, il met fin à ses ambitions au plus haut niveau. Et aux nôtres. Et aux nôtres. Moi, je voudrais qu'il reste. Moi, je voudrais qu'il revienne et qu'il reprenne ce goût du foot et qu'on l'ait même en 2026 s'il est compétitif. Mais je pense qu'il n'y a que lui qui a la réponse et le choix qu'il fera en mars nous donnera déjà une grosse piste pour la suite. Et visiblement, l'Arabie Saoudite n'est pas un frein pour être sélectionné en équipe de France. On l'a vu avec N'Golo Kanté aussi. T'as raison. Il y a aussi cette possibilité qu'il aille là-bas. Exactement. Tu le sens comment, toi, l'avenir de Pogba, Bastien? Mais moi, écoutez, pour la petite anecdote, j'ai interviewé Paul Pogba. Il était très très jeune. C'était à Monaco, j'en rappelle, c'est en 2009. Et j'avais trouvé un garçon qui puait vraiment le foot, qui aimait vraiment son métier. Bon, il était évidemment très très jeune. Et j'avais justement, pour rejoindre Guy sur ce domaine-là, trouvé quelqu'un d'assez pur. Alors évidemment, il y a beaucoup d'années qui sont passées, mais je pense qu'il a encore ce côté, cet ADN un petit peu football, d'amour du football. Je pense qu'il peut vraiment revenir au plus haut niveau. Je ne sais pas, c'est toujours en doute, comme l'a très bien souligné Emmanuel. Mais je pense qu'il peut revenir quand même sur un projet assez concret, assez haut niveau. Je pense que pendant 3 mois, il va se retaper physiquement. Il va avoir, à mon avis, beaucoup de travail de foncier pour le physique. Et il peut reprendre l'entraînement dès janvier. Hein. Oui. Compétition mars et entraînement dès janvier. Et a priori, il intégrerait les structures de Galatasaray. C'est des infos des médias turcs qui sont aussi à prendre avec des pincettes, comme toutes les infos autour de Paul Pogba. Tout à fait. La seule certitude, c'est que Patrice Evra est très proche de lui et qu'il a certifié récemment, je crois que c'est la semaine dernière, qu'il s'entretenait très bien physiquement et qu'il était très motivé. Donc forcément, il va pas dire le contraire. Et Evra qui aimerait beaucoup que son ami Paul Pogba revienne à l'OM aussi. Donc il lui fait un peu une passe décisive sur ce coup-là. Totalement.
totalement. Moi, je pense qu'effectivement, démarrer en Ligue 2 au Paris FC, c'est l'option rêvée, parce que le niveau est quand même nettement le au-dessous. niveau est en dessous. Ça lui permet de s'en mettre au niveau physiquement. Et je pense, tu sais, quand tu fais la carrière qu'il a faite, malgré tout, malgré les ennuis, malgré les diableries, comme on disait, c'est un type à qui le foot a dû manquer énormément. C'est clair. C'est terrible. Donc il a besoin de ça. Il a besoin de fric sûrement, comme tout le monde. Mais il en a beaucoup gagné. Mais il en a beaucoup gagné. Et bon, mais il a vraiment, c'est sa vie le foot, forcément. Donc je le vois bien ce plan-là. Pour lui, ce serait l'idéal. Ouais, mais tu sais, dis-moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est Raphaël Varane. Qui aurait dit, au-delà des blessures, que Raphaël Varane, à 31 ans, dirait stop, j'en peux plus, usure mentale et tout. Il y a aussi un monde où Pogba dit, les gars, moi, le plus haut niveau, la pression qu'il y a autour, tout ce que ça engendre, je ne veux plus. Je te dis pas que c'est la réponse, hein, mais je te dis parfois, on peut être aussi surpris de ce qui se passe dans la tête d'un joueur, des émotions, des pressions qu'il a autour. Et il y a aussi un monde où il dit, non mais les gars, j'en peux plus, moi je suis à bout. D'ailleurs, il y a aussi un monde où il dit, j'arrête. Hein. On sait jamais. Il peut peut-être. Est-ce que vous voyez réellement Paul Pogba jouer en Ligue 2, s'il vous plaît? Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Moi, pour revenir, pourquoi pas? Alors, je vais te prendre un exemple. Surtout à son âge. Non, moi j'y crois pas, Maxime. Non, mais tu joues en Ligue 2 3 mois. Tu joues de mars et à alors, mai. t'es pas sûr que le PFC monte? Donc il signe un contrat de 3 mois pour toi. Je pense franchement que tu peux signer un contrat de 3 mois. Hein. Moi, je pense franchement que le PFC a de bonnes chances de monter. Mais toi qui es à Marseille et spécialiste de l'OM, Bastien, à l'OM, du côté de Marseille, comment on réagit à une éventuelle arrivée de Pogba? Rabiot, ça ferait penser à l'équipe de France. Hein. Oui, effectivement, mais une équipe de France un petit peu datée, c'est ça le problème. C'est-à-dire que Marseille a trouvé très clairement son milieu de terrain. Hein. On le voit très bien que c'est très costaud, très compact avec Højbjerg, justement Rabiot, comme tu disais, et Rongier, qui pour moi est le facteur X de cette équipe pour le coup. Je pense pas justement que l'OM aurait besoin de Pogba, et je pense même réellement que si Pogba devait venir, ce qui serait encore une fois possible, je pense que ça mettrait un petit peu le bazar dans tout ça, avec une certaine équipe trouvée. Et c'est pas surtout le secteur où ils doivent recruter, donc c'est une fausse bonne idée pour moi. Parce que là on parlait de l'équilibre au milieu de terrain entre Rongier, t'as raison, on l'a pas cité tout à l'heure, Rongier, Højbjerg et Rabiot, mais les trois au milieu aujourd'hui c'est impeccable. Rongier 30 ans, Rabiot 29, Højbjerg 30, enfin t'as des joueurs d'expérience, je veux dire qui tiennent la route, il y a une vraie il y a un vrai milieu de terrain compact. Aujourd'hui ça peut plus créer du déséquilibre qu'un vrai apport pour moi Pogba, ce qui enlève rien à ses qualités mais dans l'homme actuel. Et les médias turcs disent, c'est le But Football Club qui nous l'apprend également, que Pogba ce serait très chaud pour aller du côté de la Turquie, exactement du côté de Galatasaray. Ça te paraît crédible? Plus que le Paris FC? Pour s'entraîner déjà en tout cas. Oui, pour s'entraîner déjà. Voilà, exactement. Bien vu Emmanuel, c'est pour s'entraîner, pour trouver une sorte de terre d'accueil. La Turquie réussit quand même certains coups. On a eu Ziyech encore cette année. Mourinho qui est parti entraîner là-bas. Ils sont capables de faire ce genre de coups. Maintenant, est-ce que Pogba tenterait le coup d'aller en Turquie? C'est une autre question. J'y crois pas vraiment, mais encore une fois, comme on dit, dans la tête d'un footballeur, il peut se passer tellement de choses. Et surtout, quel joueur est allé en Turquie, Bastien, et en est revenu? Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu peux te relancer en Turquie, mais est-ce que tu peux revenir au plus haut niveau après? Moi, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. En tout cas, pour le moment sur Twitter, vous êtes 78% à penser que Paul Pogba ne peut pas revenir au plus haut niveau. Merci Bastien Aubert, on te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, un petit Martin, et je voulais lui faire un gros bisou, c'est un pur Marseillais, j'ai fait un gros bisou à toute la famille. On l'embrasse Martin également. Merci beaucoup les amis, merci Guy Carlier, merci Emmanuel Galasso, merci Maxime Sénat. Un plaisir d'avoir passé ces 4 mois ensemble. Hein. Oui, là on va prendre quelques jours de repos, ça va être la trêve hivernale. Merci également à Enzo qui fait le web. Tout de suite. Pour qui c'est sa dernière? Pour sa dernière, alors on lui dit bravo et merci. Bravo. Et on te souhaite le meilleur Enzo. On te souhaite tout le meilleur Enzo. Et tout de suite, les clés d'une vie, Jacques Pessis qui reçoit Marilyn Canto, comédienne et réalisatrice. Allez, à demain 17h avec Cécile Le Ménibus dans Les Vraies Voix.